Ce qui se passe avec l'Algérie, on va en parler plus tard, et puis évidemment ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis depuis que Trump a pris le pouvoir un certain 20 janvier. C'est pas loin, ça fait pratiquement 5 semaines, et en un peu plus de 5 semaines, eh bien écoutez les choses, les plaques tectoniques ont bougé beaucoup plus vite que prévu. Et entre autres, par exemple, effectivement, là aujourd'hui, alors en 2 mots, on résume rapidement. Après le clash Trump, Vance, Poutine à la Maison Blanche, eh bien, il y a eu ce qu'il y a eu, effectivement. Pardon. Avec Zelensky, le clash. Avec Zelensky, pourquoi j'ai dit oui, Poutine. Vous avez raison de me corriger. Avec Zelensky, oui, je suis parti. Oui, j'étais parti déjà dans les négociations Trump-Poutine. En 2 mots, effectivement, Trump suspend les livraisons militaires à l'Ukraine pour le moment, temporairement. Il dit, écoutez, tant que Monsieur Zelensky ne prononcera pas des paroles de paix et il dit qu'il est prêt à négocier, en tout cas, eh bien, nous arrêtons la chose. En même temps, Ursula von der Leyen, je rappelle, dit, il est temps que l'Europe se réarme et nous allons mobiliser avec les capacités de toute l'Europe 800 milliards d'euros pour que l'Europe se réarme. En combien de temps? Eh bien, on le saura. Emmanuel Macron, je rappelle, a affirmé dimanche soir dans le Figaro qu'une trêve d'1 mois serait observée en Ukraine, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Sauf que Keir Starmer a contredit tout de suite en disant non, on n'est absolument pas d'accord. Etc., etc. Pierre Lelouch, bonjour. Bonjour, monsieur Berkoff. Alors, vous êtes ancien ministre, vous êtes ancien député, vous êtes spécialiste des questions internationales, et je rappelle ce livre, vraiment que pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le conseille de lire, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Parce que basculement du monde, il y a, on le voit, on l'avait vu déjà il y a quelque temps, mais là, effectivement, ça tourne à plein gaz. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, cette espèce de fixette, c'est-à-dire on a l'impression que, et corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'on a l'impression que effectivement Trump dit, écoutez, maintenant ça suffit, il faut faire la paix, non pas la paix à tout prix, mais discuter, et qui vont discuter sinon avec les Russes. Zelensky, qui était venu pour signer un accord sur les terres rares avec Trump, a dit non, moi c'est pas question, il faut d'abord que vous me donniez encore plus d'argent, 300 milliards, ça ne suffit pas, et puis Poutine, il faut vraiment le refouler, etc., etc. En même temps, l'Europe, alors, sommet européen, vous savez, à Londres, effectivement, alors l'Europe va se réarmer, et on entend un peu partout, vraiment, les bruits de guerre. Oui, c'est l'Europe qui va tenir tête, puisque vous ne voulez pas, vous, Américains, le faire, vous êtes prêts à céder à tout. Et je rappelle quand même, Pierre Lelouch, cette couverture du Point, Trump, l'homme de Poutine, l'homme des Russes. Comment effectivement cette espèce de situation, à la fois dont on aurait envie de rire, surréaliste, de peur d'être obligé d'en pleurer parce que elle est grave, comment vous la ressentez, comment vous l'analysez? Bon, on va y revenir depuis le début. La guerre d'Ukraine, elle pose 2 problèmes absolument majeurs. D'abord, un problème qui est sur la table depuis l'indépendance de l'Ukraine il y a 33 ans, mais que personne n'a voulu regarder, sauf les Russes, et nous, on n'a pas regardé. Quel est l'avenir de ce pays qui est au centre névralgique de l'Europe entre l'Allemagne et la Russie? C'est Mackinder, le grand géopoliticien du XIXe siècle, qui disait que celui qui contrôle le cœur de l'Europe contrôle l'Eurasie, celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Donc c'est une zone absolument vitale, qui a toujours été une zone de guerre, une terre de sang, avec des millions et des millions de morts, parce que c'est une zone de passage entre l'Allemagne et la Russie. Lorsque l'Ukraine est devenue indépendante au moment de l'explosion de l'Union soviétique, à la fin de l'année 91, la question s'est posée de savoir où allait aller l'Ukraine. Est-ce qu'elle allait rester sous le giron de la Russie? Est-ce qu'elle allait passer à l'ouest? Est-ce qu'elle allait servir de pont entre les deux? Moi, je me suis occupé de l'Ukraine depuis cette période. Depuis cette période de l'effondrement de l'URSS. Oui. Et donc... je vais vous donner 2 anecdotes. La première, c'était en 2003-2004, quand j'étais président de l'Assemblée de l'OTAN, et Yushchenko, vous savez, ce président grêlé là, qui avait été empoisonné par le KGB, m'a dit, nous, on n'a qu'un objectif, rejoindre l'OTAN.
Rejoindre l'OTAN, c'était signal rouge pour les Russes. Poutine me dit, en 2013, donc 9 ans plus tard, si l'Ukraine passe à l'ouest, je préférerais la détruire, elle n'ira jamais à l'ouest. Voilà le sujet. Il vous l'a dit. Il me l'a dit en face. D'accord. Fin 2013, juste avant le deuxième Maïdan. Ouais. Donc on est dans une situation où la question fondamentale, c'est que va devenir ce pays? C'est ça la question qui est posée devant nous. Avec situation militaire qui est connue depuis au moins 2 ans, savoir que les Ukrainiens ne peuvent pas regagner militairement les territoires conquis par les Russes, ni le Donbass et la Crimée. À l'inverse, les Russes ont montré qu'ils sont incapables de prendre toute l'Ukraine, donc à un moment ça s'arrête. Et ça s'arrête parce que aujourd'hui tout le monde est épuisé, puis qu'arrive un président américain qui a décidé de couper les crédits. Qui avait commencé d'ailleurs, Trump l'an dernier avait, par la pression qu'il a exercée sur le Congrès, suspendu les crédits pendant 6 mois. Tout le monde a oublié, enfin, l'avertissement... Vous parlez de Biden, là? Non, je parle de Trump. De Trump, la pression de Trump. Qui avait pesé sur les élus républicains au Congrès. Oui, pour être précis, pendant 6 mois, les livraisons d'armes ont été interrompues. Biden a pu obtenir un nouveau paquet de 60 milliards, et c'est ce paquet de 60 milliards qui s'achève aujourd'hui. Il devait rester 3,5 milliards à peu près à dépenser, à livrer, et c'est ceux-là qui sont interrompus, sachant que Trump, de toute façon, ne veut pas continuer à payer. Bon. Donc vous avez ce problème-là qui n'est pas réglé. Les Américains ont décidé, et ça parce que Trump vraiment marque une inflexion majeure dans l'histoire des États-Unis, on revient non pas à 45, on revient à avant 1914, avant le traité de Versailles. Donc l'Amérique redevient isolationniste, nationaliste, impérialiste. America first, c'est ça. Impérialiste au sens de Teddy Roosevelt, oui, empire, oui. De façon ouverte. Empire ou pas empire, ils sont comme ça. Il n'y a pas de raison de penser que les États-Unis, ad vitam aeternam, allaient servir de protecteur de l'Europe ou de qui que ce soit. Voilà, ils reviennent. Sauf que l'Europe l'a pensé pendant 60 ans et a dormi dessus. Voilà, ça c'est son problème à elle. Et donc c'est pour ça que Trump dit aux Européens, maintenant débrouillez-vous, c'est votre affaire. Okay. Donc, première question, l'avenir de l'Ukraine, qui n'est pas du tout réglé. Cessez le feu, trêve, quelle est la part des Européens, comment ils vont faire pour se refinancer, etc. Le deuxième problème, c'est que, et c'est pour ça que je parle de basculement du monde dans mon livre, c'est que la guerre d'Ukraine a déclenché, a accéléré des mouvements telluriques déjà à l'œuvre. C'est-à-dire d'abord l'isolationnisme américain, mais surtout aussi la montée du Sud global. C'est-à-dire des pays comme la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, la Turquie. Et comme Biden a soudé la Chine et la Russie en faisant cette guerre par procuration non déclarée contre la Russie à partir d'avril 2022, ce qu'il ne voulait pas faire au début, mais comme il a vu que l'armée russe était battue devant Kiev, on s'est dit on va saigner l'armée russe. Donc à partir d'avril commence le réarmement de l'Ukraine par les États-Unis, et nous les Européens, on suit comme des moutons sans qu'à aucun moment, vous m'entendez, soit posé la question de c'est quoi l'objectif stratégique, comment on en sort, qu'est-ce qu'on veut à la sortie. On était dans l'émotion, on allait se battre pour le bien contre le mal, comme a dit Monsieur Biden à l'époque à Varsovie, repris par tous les Européens. Poutine égale Hitler, Zelensky égale Churchill, voilà, etc. Et dans les magazines français à l'époque, c'était Churchill versus Hitler. On rejouait 1938. Et donc, on s'est embarqué dans ce truc où, en fait, on était un peu comme les supporters d'une équipe de foot ou d'un boxeur assis sur le canapé. On paye le ticket d'entrée assez cher. L'Europe a payé 130 milliards, plus tout ce qu'on a perdu en Russie, c'est-à-dire les investissements, plus le gaz. Le gaz 4 fois plus cher qu'on importe des États-Unis à la place du gaz russe. Donc ça fait l'inflation à 25%. Le pétrole indien, etc. Non mais vous avez vu l'inflation quand même alimentaire en France et en Europe, plus 25. C'est le résultat direct de cette guerre. Bon, on paye le ticket, mais on laisse les Ukrainiens se battre au nom de la liberté. Et puis vous avez un président ukrainien qui tourne aux capitales, les différentes capitales, la Mostra de Venise, enfin tout, et il explique, nous nous battons pour la liberté, pour votre liberté, notre sang coule à votre place, donc vous payez. Et donc ça c'est le laïus auquel on a reçu depuis 3 ans, et c'est le laïus qu'il a servi dans le bureau ovale. Alors là ça n'a plus marché du tout, parce que Trump veut plus payer, et que de toute façon, il considère que c'est pas
à Zelensky de dire comment les Américains doivent se protéger. Quand à un moment, Zelensky a dit « Oui, mais vous êtes protégé par ces jolis océans. Oui. » C'est là qu'il explose, Trump. Et il a ajouté « Vous allez voir, vous allez connaître la guerre, c'est pas l'océan qui va vous protéger. » Et là, Trump a explosé. Ouais. C'est là que ça s'est fait. C'est ça que ça s'est joué. Contrairement à ceux qui disent que tout ça est planifié, pas du tout. Moi, je cite dans mon livre, bien, et encore, je savais même pas que Trump allait être élu, j'avais pas de garantie. Je pensais qu'il allait être élu. Mais quand j'ai fini d'écrire ce livre l'été dernier, que c'est parti chez l'imprimeur début septembre, je savais pas que Trump serait automatiquement élu. Par contre, j'ai cité longuement Trump et surtout son idéologue en chef, le J.D. Vance, qui est un type très remarquable, très intéressant. Il l'a montré, oui. Il a écrit un livre très intéressant qui est sorti en français. Voilà. Hillbilly. Qui raconte sa jeunesse dans une famille extrêmement pauvre des Appalaches. Comment il était dans l'armée après, comment il a eu sa bourse pour faire des études. Et c'est un type qui a dit, quand j'étais dans l'armée, j'ai compris que tout ce qu'on racontait sur le rôle des Américains, la liberté dans le monde, d'exporter la démocratie, tout ça c'est pipeau, on mourrait pour rien, on dépense de l'argent pour rien. Donc il est revenu et il a servi d'armature intellectuelle au milliardaire de l'immobilier qui est Trump. Donc maintenant vous avez une fusion entre les néo-isolationnistes, nationalistes américains, la tech de la Californie, la tech d'Elon Musk, voilà. Et donc ça fait, c'est en train de faire une révolution à l'intérieur des États-Unis qui est au moins aussi importante que ce dont on parle à propos de l'Ukraine. Pendant qu'il parle de l'Ukraine en Europe, il est en train de changer tous les États-Unis de façon très profonde. Donc voilà ce qui se passe. Il se passe un énorme point d'interrogation sur comment on sort de cette affaire ukrainienne, et puis une révolution mondiale avec la montée du Sud global, le poids de la Chine et de plus en plus des pays qui en ont marre de nos valeurs, marre du dollar, marre des sanctions américaines et qui s'organisent de plus en plus pour dédollariser leurs échanges. Les BRICS, pour ne pas les nommer. Sont les BRICS co-dirigés par les Chinois et les Russes. Donc voilà le sujet. Et là-dedans, la vieille Europe, en déclin démographique, qui a décroché des États-Unis depuis 20 ans de façon spectaculaire. Il y a 20 ans, 25 ans, les États-Unis et l'Europe étaient au même niveau sur le plan des PNB. L'Europe était même juste un peu avant. Aujourd'hui, on a flanché de 50%. Les grandes technologies, lancées il y a 20 ans aux États-Unis, n'existent pas en Europe. Les grandes boîtes de la tech, il n'y en a aucune en Europe. Donc on a pris du retard, on a décroché, et on a continué à désarmer tout en finançant toujours plus d'aide sociale dans tous les pays, pas seulement en France. Et donc on se retrouve dans une situation où on est en train d'être largué par l'histoire qui se fait sans nous, dans un endroit, l'Ukraine, qui est vital, parce que, comme dit mon vieux maître Jacques Bainville à la sortie du traité de Versailles en 1918, parce que lui, il avait tout de suite vu qu'on était dans une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a dit, Bainville? Il a dit, ce traité est en train de refermer la plaie en laissant l'infection dedans. Donc ce qu'il faut éviter en Ukraine, c'est de trouver une situation à l'arrivée qui soit pire qu'au début, c'est-à-dire que la guerre continue, et contrairement à ce que dit Monsieur Macron, qu'on se retrouve coincé dedans, parce que avant d'aller engager des forces, je voudrais juste qu'ils réfléchissent un tout petit peu. Ce serait pas mal. On va continuer à en parler, Pierre Lelouch. C'est assez passionnant de remettre effectivement les perspectives et le tableau, juste de blessés qui sont engagés de force. Des deux côtés. Des deux côtés. Ah oui, mais honnêtement, on parle de 600 à 700 000 Ukrainiens morts. Je ne sais pas si c'est exagéré ou pas. Mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait pas. Mais je crois qu'en tout cas, le nombre, effectivement, les Russes aussi, bien sûr. Non, Pierre Lelouch, c'était ce matin. Mais selon les services de renseignement finlandais, je dis bien, la fin de la guerre en Ukraine permettrait à la Russie de déployer ses activités hostiles ailleurs en Europe. Et on entend effectivement ce mantra, oui, mais vous comprenez, et c'était ça d'ailleurs presque depuis le départ, si on ne fait pas gagner l'Ukraine contre la Russie, Poutine va envahir. D'ailleurs, on va voir les Cosaques à Paris sur la place de la Concorde. Il y avait ce mantra. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, au fond, est-ce que, à votre avis, la situation, elle est figée, ou effectivement, ça va se passer que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, Zelensky ou un autre dira, bon, bah, écoutez, oui, je reconnais, je vais signer l'accord sur les terres rares, et puis Poutine et Trump, on ne sait pas quand, mais à mon avis, dans un avenir prévisible, vont se rencontrer, d'ailleurs en Arabie Saoudite, pour négocier un Yalta sans l'Europe. Oui, c'est ça qui va se passer, oui, il va y avoir... alors la question, c'est jusqu'où Zelensky peut résister, mais là... clairement,
les Américains veulent arrêter. Donc, dans la mesure où ils arrêtent de livrer des armes, c'est très simple, ça va s'arrêter. Parce que l'essentiel des armes, c'était des armes américaines, et les Européens, les arsenaux sont vides. Ce qu'on avait à leur donner a été donné. Mais je comprends pas, on va faire l'armée européenne avec Ursula von der Leyen, 800 milliards. Non, mais c'est là, si vous voulez, que moi je les appelle les somnambules illusionnistes qui nous gouvernent, pas seulement à Paris, mais dans toute l'Europe. On a affaire à une bande d'illusionnistes qui jouent les séquences médiatiques. Vous savez comment ils font. J'étais en politique suffisamment longtemps pour vous dire comment ça fonctionne. Ils sont obsédés par l'élection et par la séquence de la semaine. On fait semaine après semaine après semaine. Donc ça fait 3 ans que cette guerre dure. 3 ans qu'on nous parle de réarmement, 3 ans qu'on nous parle d'Europe de la défense et de souveraineté européenne. Il se passe Pipo et Mario. Pipo et Mario, parce que personne n'a le courage. Si, il y a eu 100 milliards de débloqués par Scholz pour le jour de l'invasion, le 24 février. Là, c'est un tournant mondial, je mets 100 milliards. Mais ces 100 milliards, ils ont surtout été destinés à acheter du matériel américain, et depuis, on n'a plus entendu parler. Le budget de défense allemand n'a pas augmenté. Celui de la France, c'est très optique, en réalité, parce qu'on a fait du spatial. On a essayé de rattraper les retards, mais si vous regardez le nombre de matériel effectivement disponible, de bateaux, d'avions, de blindés, de canons, ça n'augmente pas. Pourquoi ça n'augmente pas? Parce qu'on met pas l'argent. La France dépense 900 milliards de dépenses sociales par an, et à peine 45 pour la défense. Une fois que si vous voulez maintenir aujourd'hui, selon le chef d'état-major de l'armée de terre lui-même, quand Macron a commencé à dire, il y a 1 an déjà, en février, je vais peut-être envoyer des mecs sur place, je cite de mémoire. Moi j'étais horrifié. D'abord, le chef d'état-major a dit 20 000 hommes. C'est ce que nous pouvons envoyer. Sur 1000 kilomètres de front, où il y a 1 million de soldats de part et d'autre. C'est quoi? De quoi parle-t-on? Le conflit entre l'Ukraine et la Russie dure depuis 2014 et s'est intensifié avec l'invasion russe en février 2022. Cette guerre a causé des milliers de morts, des millions de déplacés et des destructions massives. Beaucoup se demandent si une paix est possible et quelles seraient les conditions pour y parvenir. Pierre Lelouch, expert en relations internationales, apporte un éclairage sur la situation. D'un côté, la Russie de Vladimir Poutine refuse de reconnaître l'Ukraine comme un pays totalement indépendant et cherche à imposer son influence. Elle a annexé la Crimée en 2014 et soutient militairement les séparatistes du Donbass. En 2022, elle a tenté de renverser le gouvernement ukrainien et de prendre le contrôle du pays. Mais elle a rencontré une forte résistance ukrainienne et un soutien militaire de l'Occident, notamment des États-Unis et de l'Union européenne. L'Ukraine, quant à elle, veut défendre son indépendance et récupérer tous les territoires occupés par la Russie. Son président, Volodymyr Zelensky, affirme qu'il ne négociera pas tant que les troupes russes ne se seront pas retirées. Le soutien occidental, notamment en armes et en argent, est essentiel pour l'Ukraine, mais il a aussi ses limites. Certains pays craignent une escalade du conflit et cherchent des solutions diplomatiques. La paix pourrait-elle être obtenue par la négociation? Pour l'instant, chaque camp campe sur ses positions. La Russie exige que l'Ukraine reste neutre et ne rejoigne jamais l'OTAN, tandis que l'Ukraine veut des garanties de sécurité et une justice pour les crimes de guerre. Les tentatives de médiation, comme celle de la Turquie ou de la Chine, n'ont pas encore abouti. La situation sur le terrain joue un rôle clé. Si l'un des deux camps prend un avantage militaire décisif, il pourrait imposer ses conditions. Mais tant que l'équilibre des forces reste incertain, la guerre risque de continuer. Une autre difficulté est le facteur politique. En Russie, Vladimir Poutine veut montrer qu'il ne recule pas et qu'il peut obtenir des gains territoriaux. En Ukraine, Zelensky doit convaincre son peuple qu'il ne cède pas face à l'agresseur. À cela s'ajoute la position des États-Unis et de l'Union européenne, qui doivent jongler entre le soutien à l'Ukraine et la peur d'un conflit encore plus large. L'histoire montre que les guerres se terminent souvent par des négociations, mais celles-ci nécessitent un minimum de confiance entre les parties, ce qui manque cruellement aujourd'hui. Pour qu'un accord de paix soit possible, il faudrait probablement que l'un des camps s'affaiblisse suffisamment pour accepter un compromis, ou que des pressions extérieures forcent un accord. En attendant, la guerre continue
et avec elle les souffrances des populations civiles.